Lorsque le petit Élie, à peine âgé de 8 ans, entra dans cette salle d'audience bondée, personne ne s'attendait à ce qu'il prononce un seul mot. Il ressemblait à n'importe quel enfant noir silencieux, humble spectateur d'une affaire qu'il ne comprenait probablement pas entièrement. Mais lorsque le juge impatient le fusilla du regard avec mépris et siffla « Retourne en Afrique, mon garçon, ce n'est pas un endroit pour toi », la salle entière retint son souffle. Ce que le juge ne réalisa pas, c'est qu'Élie était loin d'être ordinaire. Avec un calme désarmant et une intelligence saisissante, les mots qu'il prononça ensuite allaient faire taire la salle d'audience, la secouer jusqu'au plus profond d'elle-même et transformer la vie de tous ceux qui les entendirent. Ce jour-là, un garçon de 8 ans allait redéfinir le génie et forcer le monde à voir au-delà de ses préjugés. Il faisait encore nuit noire sur Chicago quand Élie ouvrit les yeux. Bien qu'il n'ait que 8 ans, son regard exprimait une maturité qui dépassait son âge. Dehors, le vent hurlait à travers les murs défoncés de leur immeuble. Sa mère, Keia, était allongée, recroquevillée dans un manteau usé, sur le canapé au son lit de fortune depuis 2 mois dans l'appartement vide de leur cousin. Là, dans un quartier oublié par l'espoir, Élie se leva doucement. Il n'osait pas réveiller sa mère, elle travaillait la nuit à nettoyer des bureaux du centre-ville, faisant parfois des doubles gardes sans dormir depuis la disparition de son père, accusé à tort de cambriolage. Keia s'était battue pour que son fils soit scolarisé dans une bonne école, loin des dangers de la rue. Pourtant, chaque regard, celui des voisins, des professeurs, des passants semblait accuser Élie d'être une erreur, une enfant de plus dans un monde qui semblait bien rempli. Élie parlait rarement, mais il observait, absorbant tout, les plans de métro, les discours de Malcolm X, les décisions de la Cour suprême. Il possédait une capacité étrange à apprendre trop vite, trop profondément et pourtant personne ne le croyait. Un jour, son professeur, M. Reynolds, déchira la copie d'Élie pour une équation de niveau lycée, en ricanant « Un enfant comme toi ne pense pas comme ça ». Élie ne pleura pas. Il la fixa simplement, puis se retourna et ne rendit plus jamais de feuilles. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, Élie allait parler. Il était le seul témoin dans une affaire qui menaçait de briser à nouveau leur vie. Son oncle Jamal avait été arrêté lors d'une manifestation contre l'expulsion de résidents d'un HLM, accusé d'avoir frappé un agent. Élie était là. Il avait vu un homme non armé protéger une mère poussée par la police. Qui croirait un garçon noir de 8 ans? Même son propre avocat avait semblé dubitatif. Lors de leur première rencontre, l'avocat, bien habillé, avait esquissé des sourires polis, mais avait averti Keia, avec tout le respect que je vous dois, un enfant témoin est risqué. Il pourrait semer la confusion. La voix de Keia s'était durcie, mon fils n'est pas n'importe quel enfant. L'avocat soupira, mais le juge qu'ils avaient en face d'eux ce matin, Harold Whitmore, était connu pour ses décisions sévères et ses propos vagues et troublants. Bien que condamné à plusieurs reprises par les groupes de défense des droits civiques, il restait intouchable. En arrivant au tribunal, Élie tenait la main de sa mère. Sa tension n'était pas due au doute, mais à la peur de ces mêmes regards inquisiteurs dans les bus, dans les magasins, aux entretiens d'embauche. Ils passèrent les contrôles de sécurité, traversèrent des couloirs de marbre froid, gravirent de lourds escaliers et entrèrent enfin dans l'austère salle d'audience. Un silence épais plana. Le juge Whitmore était assis sur le banc, drapé de noir, le visage fermé. Il ne leva même pas les yeux lorsque l'avocat de la défense, un homme blanc au visage sévère, entra, échangeant un regard condescendant avec le procureur. Les journalistes chuchotèrent. L'un d'eux murmura, c'est le témoin, tout petit. Élie se dressa sur la pointe des pieds, les pieds à peine posés au sol. Il scruta les visages, les papiers, comme s'il mémorisait chaque détail. À l'appel de son nom, il s'avança avec un calme assuré. Il jura de dire la vérité sans hésitation. Le juge se pencha et baissa enfin les yeux, son regard se posant sur le petit garçon. Le silence s'épaissit. « Votre nom, mon garçon ?» demanda le juge gravement. « Élie Jacarté, votre honneur » répondit le garçon. « On fera vite. » « Étiez-vous là quand votre oncle a frappé l'agent ?»« Non, votre honneur » répondit Élie en croisant le regard du juge. Whitmore haussa un sourcil, comme s'il se préparait à une excuse fragile, et murmura en pensant que son micro était coupé, « Pourquoi perdre du temps avec ce gamin ? Retournez en Afrique. » Le micro grésilla, la salle d'audience se figea. Certains inclinèrent la tête, d'autres osèrent à peine respirer. L'avocat de la défense pâlit. Keia serra les poings mais garda le silence. Élie ne broncha pas. Il regarda calmement le juge et dit simplement.
Votre honneur, je ne suis jamais allé en Afrique, mais j'ai lu tous les discours de Nelson Mandela où il a dit que des commentaires comme les vôtres ne viennent jamais d'un homme fort, mais d'un homme qui a peur. Un silence absolu. Le juge cligna des yeux, interloqué. Le stylo de l'avocat de la défense flottait dans les airs, luttant pour se maîtriser. Mais Ellie poursuivit d'une voix claire, le 14 février, sur Roosevelt Avenue, mon oncle se tenait à 2 mètres d'un policier qui bousculait une mère avec sa poussette. J'ai tout vu. Le policier a trébuché sur ses propres pieds, mon oncle ne l'a jamais touché. Le procureur, stupéfait, demanda, vous avez des preuves? Oui, répondit Ellie. Elles sont sur le nuage mot de passe, Frédéric Douglas 183. Un murmure parcourut la salle d'audience tandis que le petit garçon, qui aurait dû être ignoré, captait l'attention du monde entier, son courage discret résonnant bien au-delà des murs. Il n'éleva pas la voix. Il s'exprima avec calme et précision, chaque mot frappant la salle d'audience comme un marteau contre une vitre fragile. Le juge resta immobile, incapable de soutenir le regard du garçon. Le procureur consulta son équipe et vérifia le dossier. Quelques secondes plus tard, une vidéo apparut sur grand écran, montrant exactement ce que le jeune garçon avait décrit. Jamal n'avait frappé personne. Un silence stupéfait régna dans la salle, mais cette révélation n'était qu'un début. Le procès fut immédiatement suspendu. Le juge Whitm resta impassible, même si ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ordonna un contrôle technique des images. Au fond, il savait déjà que le garçon avait dit la vérité sans phare, avec une précision presque inhumaine. Tandis que le procureur se regroupait en hâte pour réviser sa stratégie, que les avocats chuchotaient entre eux et que les journalistes griffonnaient furieusement dans leurs carnets, Jamal restait assis tranquillement dans un coin. Un petit carnet noir posé sur ses genoux, il écrivait des équations, dessinait des schémas et griffonnait des mots que personne autour de lui n'aurait pu relier. Marla Dyson, la juge assistante, l'observait discrètement. Elle n'avait jamais vu un enfant aussi jeune faire preuve d'une telle clarté d'esprit, pas de vantardise, pas de fierté visible, juste une lucidité sereine et troublante. Plus tard, dans la voiture, sa mère, Kaya, s'aventura doucement, « Où as-tu appris à parler comme ça? Comment as-tu choisi tes mots et gardé ce calme ?» Jamal la regarda, puis baissa les yeux vers ses chaussures usées. « J'écoute, répondit-il simplement. C'est tout. J'écoute les gens, les livres, l'histoire, les erreurs, les silences. » Kaya se tut. Elle savait depuis longtemps que son fils était différent, mais elle ne comprenait toujours pas exactement comment ni pourquoi. Ce soir-là, des extraits de la vidéo sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Les médias ont diffusé des milliers de fois le visage calme et déterminé du garçon. Certains l'ont salué comme un prodige, d'autres ont accusé des forces extérieures de le manipuler. Mais quiconque le regardait dans les yeux savait la vérité. Le lendemain matin, 2 journalistes attendaient devant l'appartement de Kaya. L'un proposa avec audace de lui faire passer un test de QI, l'autre, plus discret, lui glissa une carte de visite et murmura « Je ne sais pas d'où il vient, mais ce n'est pas un enfant normal. » Par curiosité, Kaya accepta. Au cours des 3 heures suivantes, Jamal a réalisé tous les exercices d'une évaluation standard 2 sections sans la moindre erreur et a terminé en moins d'1 heure. Son score a dépassé les normes habituelles, plus de 160. Les experts, stupéfaits, ont marmonné, une intelligence exceptionnelle, mais aucun n'a osé le dire à voix haute. Bientôt, de prestigieuses écoles privées, des laboratoires de recherche et même une fondation scientifique de Boston proposèrent de l'étudier, de l'inscrire à des programmes spécialisés et de le préparer au prix Nobel ou à des cours universitaires en recherche cognitive dès l'âge de 10 ans. Mais la réponse de Jamal fut toujours la même, non. Il resta à l'école publique, où ses camarades le ricanaient et le surnommaient « l'extraterrestre ». Il ne répondait jamais aux insultes, il se contentait d'observer, d'apprendre et de garder le silence. Un jour, la directrice, Madame Carter, convoqua Kaya avec un exemplaire du cahier noir de Jamal, découvert par le professeur de mathématiques. Ce cahier, dit-elle avec hésitation, contient des solutions d'équations que nos enseignants ne peuvent comprendre. Votre fils dessine des structures mathématiques que nous n'avions jamais vues auparavant. Kaya ferma les yeux un instant. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être possible, murmura-t-elle. C'est peut-être la première fois que tu es confronté au génie d'un enfant noir. La directrice rougit et se tut. Pendant ce temps, le procès reprit. Forte de la vidéo et du témoignage de Jamal, la défense était inébranlable. Le juge Whitm, visiblement inquiet, évita le regard du garçon, il savait qu'il avait commis une grave erreur publique,
et pourtant une peur encore plus profonde le rongeait. Cet enfant n'était pas censé comprendre des arguments juridiques complexes, analyser un procès ou réciter la jurisprudence. À la pause, Whitma a entendu Jamal débattre des limites constitutionnelles à l'usage de la force avec l'un des avocats de la défense, parlant avec la précision d'un étudiant en droit chevronné. Dans les jours qui suivirent, des hommes en costume commencèrent à sillonner le domicile de Kaya. Ils prétendaient représenter des institutions éducatives, mais leur regard disait le contraire, ils n'étaient pas là pour aider, mais pour décortiquer ce phénomène extraordinaire. L'un d'eux, un certain Dr Wexler, demanda à parler seul à seul avec Jamal. L'enfant accepta. « Dis-moi, Jamal, demanda Wexler, es-tu heureux ?»« Être heureux est dangereux, répondit Jamal. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que quand on est heureux, on arrête de chercher. »« Regardez quoi ?»« À tout ce que les autres refusent de voir. » Wexler frissonna. Jamal n'était pas un enfant, c'était un miroir, reflétant des vérités que personne ne voulait affronter. Le 3e jour du procès, une nouvelle preuve a fait surface, un enregistrement que la police avait dissimulé. Après avoir écouté les témoignages reliant l'affaire, Jamal a griffonné une note et l'a remise à son avocat. Ce dernier a froncé les sourcils, s'est levé d'un bond et a exigé un nouvel examen des caméras de surveillance de la ville. Ce qu'ils ont découvert a tout changé. Un nouvel angle de vue a révélé l'ampleur de l'agression policière, corroborant chaque mot prononcé par Jamal. Le juge n'a pas eu le choix, il a déclaré Jamal non coupable. Kaya, les larmes aux yeux, conduisit son fils hors du palais de justice, mais leur voyage ne faisait que commencer. Ellie a attiré tous les regards dans la salle, non pas par un discours, mais par un regard fixe et impassible. Derrière les fenêtres, les caméras attendaient et les journalistes criaient son nom. Mais Ellie ne dit rien. Elle se pencha simplement vers sa mère et murmura « Ils ne me voient pas, ils voient ce qu'ils veulent. » Puis elle demanda doucement « Et toi, que vois-tu » ? « Je vois que le plus dur ne fait que commencer, » répondit sa mère. Et elle avait raison. Après le verdict, les jours qui suivirent lui parurent irréels. La moitié du monde voulait faire d'Ellie un symbole de génie surdoué, l'autre moitié la qualifiait d'anomalie inquiétante. Il ne pouvait plus aller à l'école sans être suivi par quelqu'un. Certains enfants l'évitaient. D'autres le fixaient avec admiration, voire envie. Un enseignant murmura dans le couloir, un esprit pareil à sa place dans un laboratoire, pas dans une salle de classe. Kaya refusait toutes les invitations à la télévision, toutes les offres de tirer profit de l'histoire d'Ellie. Elle voulait seulement protéger son fils. Mais Ellie savait que le monde ne laisserait pas les choses en l'état. Il sentait quelque chose d'invisible se tramer en coulisses. Il était devenu une pièce sur un échiquier auquel il n'avait jamais demandé à participer. Un soir, après un énième rendez-vous médical obligatoire, 2 hommes l'attendaient devant sa porte. L'un d'eux se présenta comme un représentant fédéral. Il parla de sécurité nationale, de renseignements exceptionnels et de la promesse qu'Ellie pouvait offrir à son pays. « Vous pourriez travailler avec nos équipes », insista-t-il. « Vous pourriez remodeler l'avenir de la science. » Ellie regarda calmement l'homme et répondit « J'ai 14 ans. »« Tu n'es pas un enfant ordinaire, et qui es-tu pour décider de ce que je dois devenir ?» Les agents hésitaient. À cet instant, Kaya fit irruption, fermant la porte derrière elle avec un regard féroce. Le lendemain matin, tout a changé. Un tabloïd titrait « Le génie a-t-il été manipulé ? Le QI d'Ellie Carter est-il gonflé ? Le FBI enquête en silence. » Les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles ses réponses aux tests avaient été manipulées, que des documents confidentiels avaient fuité. Rien de tout cela n'était vrai, mais dans une société qui craint ce qu'elle ne peut comprendre, le doute est une arme. Une enquête officielle fut ouverte. Le directeur de l'école reçut une ordonnance du tribunal. Le carnet noir d'Ellie fut confisqué, sa mère, ses amis et ses professeurs furent interrogés. Pourtant, à chaque étape, les preuves ne firent que confirmer l'évidence, Ellie était exactement ce qu'elle semblait être, une enfant dont l'esprit évoluait avec une clarté, une déduction et une synthèse inégalées, laissant chaque adulte autour de lui peiner à suivre. Les questions se sont alors faites plus insidieuses, comment gérer un enfant comme celui-ci dans un système conçu pour l'étouffer ? Le juge mort a tenté de rester discret, mais des journalistes d'investigation ont exhumé ses propos passés et ses décisions douteuses. Une pétition a circulé. Une audience disciplinaire a été convoquée. Ironiquement, Ellie a été convoquée, non pas comme témoin factuel, mais comme experte en analyse du langage judiciaire.
Un professeur de droit qui avait suivi le procès de Jamal a compilé 15 années de commentaires du juge mort. En seulement 3 heures, Ellie a esquissé un schéma de discrimination systématique présent dans ses décisions. Des experts indépendants ont confirmé son analyse. Le juge a été suspendu et une fois de plus, Ellie est restée silencieuse, même si cette fois son silence a résonné comme un rugissement. Des mois plus tard, lors d'un important forum international sur l'éducation à Washington, un dernier orateur fut annoncé comme point de clôture surprise. Lorsqu'Ellie monta sur scène, certains rirent, d'autres consultèrent leur téléphone. Mais dès sa première phrase, la salle se figea. « J'ai 14 ans et je suis fatigué de devoir prouver mon droit d'exister dans un monde qui m'a jugé avant même de m'entendre. » Pendant 13 minutes, il a parlé, ni plus ni moins. Il n'a récité aucun texte et n'a pas élevé la voix. Ses mots étaient calmes, lucides et poignants. Il a parlé de l'école, de la couleur de peau, des préjugés et du génie caché dans la rue que nous refusons de voir. Il a mis en garde, si vous continuez à traiter les enfants comme des problèmes, ils finiront par croire que le silence est leur seul refuge et vous ne saurez jamais ce que vous avez détruit. À la fin de son discours, le public se leva et beaucoup pleurèrent. Ellie descendit de scène, prit sa mère par la main et refusa toute demande d'interview. Ce soir-là, ils trouvèrent une dernière enveloppe sur le pas de leur porte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite anonyme. « Ce que tu es est inclassable. Ne te laisse jamais enfermer. Tu n'es pas un prodige, tu es un rappel. Un rappel de ce que l'humanité a oublié. » Keisha regarda son fils dormir cette nuit-là et, pour la première fois depuis si longtemps, elle ne ressentit aucune peur, seulement un profond respect. Non pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il restait, avant tout, un enfant. Et même un enfant peut réveiller le monde entier. Si l'histoire d'Ellie vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer d'une autre histoire inspirante. Dites-le nous dans les commentaires, avez-vous déjà été sous-estimé, puis surpris le monde entier?